podcast. Accusé, levez-vous. Madame Irène Berrier, vous venez d'entendre lecture de l'acte d'accusation. Vous êtes accusée d'avoir tué votre mari, Frédéric Berrier, le dimanche 24 juin 1962, de 2 balles de revolver. Persistez-vous à affirmer qu'il s'est suicidé? Oui. Oui, Monsieur le Président. Mais en vérité, cette affaire est le rebondissement d'une autre affaire que je dois évoquer. Si pénible que cela soit pour vous, madame. Les faits remontent au printemps de 1961. Vous étiez mariée depuis 10 ans. Vous étiez heureuse. Je croyais avoir toutes les raisons de l'être, oui. Donc vous l'étiez. Et puis, brusquement, vous avez eu la révélation de la véritable conduite de votre mari. Et cela dans des circonstances particulièrement douloureuses. À votre insu, Frédéric Berrier avait eu de multiples liaisons. Il fréquentait alors une très jeune fille. Et l'une de ses anciennes maîtresses, Florence Vanier, a tiré par jalousie sur le couple, blessant très grièvement votre mari et tuant la jeune fille. La meurtrière a été jugée et condamnée. Ceci est une autre affaire. Revenons-en à vous. Le drame, il n'y a pas d'autre mot, vous bouleverse. Vous déclarez avoir toujours eu pleine confiance en votre mari, n'avoir même jamais pensé que son métier lui donnait toute facilité pour mener double vie. Il était, n'est-ce pas, agent médical et représentait un grand laboratoire dans plusieurs départements. C'est exact, Monsieur le Président. En apprenant la nouvelle, vous avez eu une première réaction, disons, très mauvaise. Il y a des témoins. Parlant de votre mari, vous vous exclamez « Dommage qu'elle l'ait raté ». C'est possible, je ne sais plus. Cependant, par la suite, vous vous montrez parfaite. Atteint à la tête, votre mari reste près de 3 mois dans le coma à l'hôpital. Vous manifestez une grande joie quand vous apprenez qu'il sera sauvé. Oui, je ne voulais pas le perdre, Monsieur le Président. J'espérais que cette aventure lui servirait de leçon. Tous les témoignages concordent. Médecins, infirmières le répètent, vous êtes, je lis dans le rapport, vous êtes admirable de dévouement. Quand Frédéric Berrier est transporté en clinique, vous passez auprès de lui le plus clair de votre temps. Enfin, votre mari rentre chez vous dans votre propriété de Villereine, dans la Seine, en mars 1962, soit 1 an après le drame. Vous êtes généreuse, vous avez tout pardonné. Vraiment? Oui. Oui, ça me paraissait tout naturel. Et puis, pour ma petite fille, il fallait... Or, 3 mois après ce retour,
en votre absence, votre mari est trouvé seul chez lui par une voisine, 2 balles dans le cœur. Vous prétendez qu'il s'est tué. Mais tout porte à croire que c'est vous qui avez tiré les 2 coups de revolver. Et vous êtes inculpé d'assassinat. Voyez-vous quelque chose à ajouter? Non, Monsieur le Président. Une question, maître? La défense? Aucune pour l'instant, Monsieur le Président. Je dois maintenant, madame, parler de votre passé, même si le rappel de certains souvenirs vous est pénible. Il faut que messieurs les jurés sachent qui ils ont à juger. Vous êtes né à Chartres le 10 juin 1931, dans un foyer extrêmement heureux. Vous êtes enfant unique. Votre mère ne travaille pas et vous élève sans difficulté dans des principes moraux solides, mais sans rigueur excessive. On a retrouvé 2 de vos institutrices qui ont fait de vous le portrait d'une fillette douce, intelligente, très franche et spontanée, douée pour l'étude. Malheureusement, un deuil vous frappe. Vous aviez 10 ans quand votre père meurt dans un accident de chasse. C'est pour vous un choc terrible. Oui, j'adorais mon père, Monsieur le Président. 2 ans plus tard, votre mère se remarie. Et vous manifestez une vive hostilité à votre beau-père. On vous met interne dans une pension. Vous vous repliez sur vous-même et donnez tout entière à vos études pour devenir professeur d'anglais. Mais, à 19 ans, vous rencontrez Frédéric Berrier. Il a 23 ans, vous l'aimez, et votre entourage s'étonne de vous voir changer complètement tant que vous êtes heureux. Oui, oui, c'est exact, oui. Et j'ai abandonné mes études pour épouser Frédéric. C'est cela en 1951. Oui. Une petite fille née, Marie-Claire. Oui. La situation financière de votre ménage est bonne. Vous êtes, vous, une épouse irréprochable. 10 années s'écoulent ainsi, et on rejoint alors le premier drame. Je ne parle pas de l'examen du psychiatre qui vous a vu à diverses reprises, nous entendrons tout à l'heure sa déposition. Sur le curriculum vitae de l'accusé, messieurs, pas de questions? Monsieur l'avocat général? Aucune question, Monsieur le Président. Venons-en au moment où Frédéric Berrier est rentré à votre domicile guéri de ses blessures, aux 3 mois qui ont précédé sa mort et au jour même de cette mort. Vous avez déclaré, madame, qu'à son retour de clinique, que votre mari n'était plus le même. Qu'entendez-vous par là? Bien, il était devenu très amer, très irritable. Il me parlait avec brusquerie. Lui qui était autrefois si gentil. Mais il avait été très touché. Je vois qu'il avait été blessé aussi à la jambe et qu'il lui en restait une claudication légère. Oui, il en souffrait. Il devait se trouver moins séduisant et se sentir en état d'infériorité. Enfin, j'ai pensé ça d'abord, que son changement de caractère était la conséquence de ses blessures. Mais non, il y avait autre chose. Je ne savais pas quoi. Mais à l'instruction, vous avez déclaré qu'il était dur et injuste avec vous. Et avec vous seulement. Oui. Qu'il s'acharnait à vous faire de la peine, accablé, disait-il, par votre générosité. Lui faisiez-vous sentir qu'il vous devait quelque chose, en échange, en somme, de votre attitude compréhensive, ce qui aurait été très maladroit? Oh non, non, je ne crois pas. J'évitais même d'en parler. C'était lui qui revenait tout le temps sur le sujet. Mais Frédéric Berrier a précisé ses reproches lors d'une scène qui se place fin mars 1962, soit 3 semaines après son retour.
il avait refusé de reprendre avec vous des relations intimes. Oui. Oui, mon mari avait prétexté sa grande fatigue pour s'installer dans une autre chambre. Vous décidez d'éclaircir la situation. Vous lui demandez calmement, dites-vous, explique-toi, Frédéric, dis-moi ce qui ne va pas. C'est exact, Monsieur le Président. Et il m'a répondu, mais tout va très bien, qu'est-ce qui te prend, de quoi t'inquiètes-tu? Oui. Oh, excusez-moi, Bon, je poursuis. Vous ne comprenez pas que tout puisse aller bien dans ces conditions. Il vous réplique, c'est vous qui avez rapporté ces paroles. Est-ce qu'enfin tu te mettrais à être un peu jalouse? Et il ajoute avec cynisme, ce serait normal d'ailleurs, après tout ce que tu as appris sur mon compte, je ne comprends pas que tu ne sois pas toujours en train de me soupçonner. Vous êtes tellement surprise que vous ne savez quoi lui répondre. Je ne pouvais pas comprendre qu'il m'excite lui-même à la jalousie. Oui, maître, la partie civile. Une question, Monsieur le Président. Je voudrais savoir s'il y a eu un ou des témoins de cette scène. Non. Non, maître, comment voulez-vous? Voilà qui est très fâcheux. La défense. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, il y a eu un témoin. Une petite fille, Marie-Claire. Marie-Claire, hélas, a suivi la scène derrière la porte où sa mère l'a trouvée en sortant. L'enfant a été si bouleversé qu'elle a fait une crise de larmes. Un témoin qui ne compte pas, certes, mais un témoin quand même, maître Boisguérin. Au cours de cette même scène, madame, votre mari vous annonce sans aucune gêne qu'il aura des maîtresses, qu'il ne peut s'en empêcher. Il ajoute, il faudra bien que tu t'y habitues. C'est exact, oui. Il m'a dit ça et puis que je lui étais devenue odieuse. Il a crié, quand je te vois devant moi, ça me rappelle que je devrais avoir des remords et je n'en ai pas. Je ne savais plus quoi lui répondre. En effet, vous ne semblez pas avoir eu le comportement ferme qui aurait convenu. Par la suite, votre mari revient sur la question. Oui, c'était comme un refrain. Il me harcelait tout le temps. Puis un jour, il insinue que votre attitude compréhensive cache peut-être quelque chose de louche. C'est ici l'instant de parler de votre cousin Claude Granger, qui vous a donné son appui pendant l'année que votre mari a passée en convalescence, n'est-ce pas? Tout ce temps-là, oui. Mon cousin m'a aidé de son affection, de ses conseils. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans lui. Et je ne crains pas de le dire parce que je n'ai rien à me reprocher. Oui, nous entendrons tout à l'heure monsieur Claude Granger. Monsieur l'avocat général, une question? Oui, Monsieur le Président. Je voudrais savoir si l'accusé voyait souvent son cousin. Accusé. Voulez-vous répondre à la question de monsieur l'avocat général? Presque tous les jours, oui. 1 heure ou 2. Chez lui? Oui, chez lui. Puis quelquefois chez moi, à Villereine. Claude venait... Alors que vous passiez, paraît-il, le plus clair de votre temps à la clinique. Si j'ai eu le courage de supporter les heures de la clinique, c'est parce que je pouvais respirer un peu, penser à autre chose, parler d'autre chose en compagnie de Claude Granger. Sans crainte de vous compromettre. Vraiment. Mais pourquoi aurais-je eu peur, puisque je ne faisais rien de mal? La défense? Je me réserve, Monsieur le Président, de répondre en temps opportun à la supposition calomnieuse de Monsieur l'avocat général. Cette supposition, maître, la victime l'a faite aussi. Et il était parfaitement légitime que Frédéric Berrier se posât la question. Il n'a pas fait que se la poser. Et je poursuis le rapport. Frédéric Berrier, vous l'avez prétendu, madame, ironise à perte de vue sur vos relations avec votre cousin. Oui, c'est vrai. Il fait allusion à cette possible liaison un soir à dîner devant son meilleur ami, Jacques Le Breton, qui déposera tout à l'heure. Oui. Vous êtes outré? Oui. Oui. Oui, vous vous considérez accusé à tort et maintenant vous vous révoltez. Oui. Ce sont, avez-vous dit, des discussions sans fin, des disputes même, dont le bruit parvient à votre voisine, Madame Quentin. Oui, je me rendais compte que ça ne faisait qu'envenimer les choses, mais on ne peut pas toujours subir et accepter. C'était trop. Et c'est à ce moment que vous achetez un revolver. Non, Monsieur le Président,
Enfin, oui, mais c'est... C'est-à-dire, Monsieur le Président, que Frédéric Berrier fait acheter un revolver à sa femme. Ce n'est pas la même chose. Vous répondez à la place de votre cliente sur une question aussi capitale parce que vous la voyez embarrassée, maître. Procédé inqualifiable. Monsieur l'avocat général, je suis là pour aider l'accusé. La vérité paraît quelquefois si invraisemblable qu'elle l'embarrasse. Procédé inqualifiable. Voilà qui est injurieux à mon égard, je n'emploie même pas un procédé. Je fais ce que je dois faire. Mais en agissant de cette façon, vous nous privez d'une réaction essentielle de l'accusé. Voilà dépassé le moment où, peut-être, elle aurait dit la vérité. Mais la vérité, elle l'a déjà dite. Frédéric Berrier lui a fait acheter une arme. Mais encore faudrait-il le prouver. Donc, madame, voulez-vous nous dire dans quelles circonstances votre mari vous aurait fait acheter ce revolver? Eh bien, il y avait eu plusieurs cambriolages dans notre quartier. Certains, la nuit, les occupants des villas étant chez eux. Alors, Frédéric m'a dit, il faudrait avoir une arme ici, on ne sait jamais. Et il a ajouté, tu devrais déposer une demande d'autorisation au commissariat. Je ne comprenais pas pourquoi, justement, moi. Je lui ai dit, il a prétendu qu'il pouvait justifier une demande personnelle puisqu'il avait été victime d'une tentative d'assassinat. Mais il ne voulait surtout pas attirer l'attention. Et puis, enfin, je ne sais plus quoi encore. Oui, c'est ce que vous avez déclaré à l'enquête. Comme Frédéric Berrier avait repris ses activités... C'est ça, il restait absent parfois 3 ou 4 jours. Alors, je pouvais donner comme raison que j'avais peur toute seule la nuit avec une enfant dans une grande maison. C'était une bonne précaution. Alors, je lui ai demandé ce qu'il fallait faire. Je pensais que probablement une autorisation maritale était nécessaire. Mais Frédéric m'a assuré que non. Et puis j'ai remarqué, moi, qu'il était bien renseigné sur la question. Il a haussé les épaules. Enfin, vous faites votre demande, vous obtenez le permis et vous présumez, dites-vous, que votre mari achètera l'arme lui-même. Je n'y connaissais rien. Il a prétendu s'en être occupé chez un armurier de la rue de Lyon à Paris. Et il m'a dit de prendre un Browning 635. Il m'a donné le prix approximatif. Et vous êtes allé acheter le revolver le 17 avril. Oui, Monsieur le Président. Frédéric avait prévenu l'armurier que je passerais. Enfin, il me l'avait affirmé. Mais l'armurier ne s'en est même pas souvenu. C'est exact, il l'a confirmé à l'enquête. Oui, c'est ça. Il ne s'est pas souvenu d'avoir reçu un client lui annonçant la visite de sa femme. Cependant, vous achetez l'arme. Oui, mais oui, comme j'avais le permis, c'était tout simple. Mais voyons, vous n'avez pas été surprise que l'armurier n'ait pas vu votre mari? Logiquement, il me semble. Un peu, oui, Monsieur le Président. Si, j'étais un peu surprise et puis j'ai pensé que j'avais dû me tromper de magasin, comme il y en a plusieurs dans le quartier. C'est d'ailleurs, avez-vous déclaré ce que vous a répondu votre mari quand vous lui avez rapporté le fait? J'ajoute que l'enquête menée dans les différents magasins du quartier n'a donné aucun résultat. Pas un armurier à qui l'on a montré la photo de Frédéric Berrier n'a pu le reconnaître. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. La partie civile? Une question, maître? Oui, Monsieur le Président. Cette histoire de revolver me paraît un peu compliquée. J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait la confirmer. Non, personne. Quel dommage pour vous, madame. Vous auriez très bien pu avoir toute seule l'idée d'acheter une arme, non? Oh non, ce n'est pas une idée qui me serait venue. J'ai toujours eu peur des armes. Seulement, je trouvais bonne l'idée de Frédéric. Par prudence, je me disais que si un voleur entrait dans la maison, je ne saurais même pas... Non, je ne saurais même pas tirer. Mais la menace suffisait peut-être. Il paraît que vous avez quand même appris à tirer, Irène Berrier. La défense? Et c'est heureux, maître Boisguérin. À quoi servirait de posséder un revolver pour se défendre si on ne sait pas l'utiliser? Mais savez-vous qui a donné à Irène Berrier une leçon? Eh bien, son mari, lui-même. Vous avez déclaré, madame, que Frédéric Berrier avait beaucoup insisté pour vous expliquer le maniement du Browning. C'est exact, oui. Il a tenu à ce que je l'accompagne dans le jardin et il m'a montré. Il me faisait viser les marguerites dans la pelouse. Oh, un après-midi seulement. Bon, le revolver est donc en votre possession. Vous le placez à votre portée? Mon mari m'a conseillé de le ranger dans le secrétaire, au premier étage. Oui, dans un petit salon-bureau attenant à votre chambre. Oui, qui séparait nos 2 chambres. En cas d'attaque, il était facile de le prendre là. Bien. Frédéric Berrier se plaint à son ami Jacques Le Breton, disant que vous cherchez à vous débarrasser de lui.
C'était devenu chez lui une idée fixe. Nous sommes en pleine invraisemblance. Un homme qui craint que sa femme ne se débarrasse de lui ne la pousse pas à acheter un revolver. Mais qu'est-ce qui infirme l'hypothèse, monsieur l'avocat général, que Frédéric Berrier n'a pas eu cette idée seulement après l'achat du revolver? On ne juge pas sur des hypothèses, maître. Mais c'est d'ailleurs après que Frédéric a commencé à me répéter que je pensais que j'allais le tuer. Mais c'est pas vrai. Non, c'était pas vrai. Oui, si vous êtes fatiguée, madame, nous pouvons interrompre l'audience. Non, c'est pas la peine, merci. Bon, je reprends donc. Le malaise va s'accentuant dans votre foyer. Il devient même très aigu. Vous confiez souvent votre fille à sa marraine pour qu'elle n'entende pas, avez-vous déclaré, son père vous harceler de ses suppositions injustes. Oui, ça durait des heures. Je n'en pouvais plus. Le soir surtout. Et même la nuit, jusqu'à 2 heures du matin, il m'obligeait à me tenir éveillée. Même si je tombais de fatigue, il fallait que je l'écoute. Et toujours la même chose, toujours, ça revenait. Il vous répétait alors sa conviction que vous cherchiez l'occasion de le supprimer. Oh, c'était affreux. Je pouvais plus faire un geste, dire un mot, pleurer, et même sourire. Oh, ça m'arrivait pas souvent de sourire, mais dans tout, il voyait des signes. Par exemple, avez-vous un souvenir précis à ce sujet? Oh, plus d'un, monsieur le président. Un jour, je lisais un roman. J'avais mis un signet à la page où j'en étais restée. Je me méfiais pas. Il a ouvert le livre. Justement, il était question d'une femme qui voulait se débarrasser d'un homme. Il a sauté là-dessus comme sur une preuve que je voulais en faire autant. Il a été odieux. J'ai eu peur, je me suis sauvée dans le fond du jardin. Je ne reconnaissais plus mon mari. Quand je pense qu'avant, il était si gentil, puis d'une délicatesse, d'une douceur. Il n'oubliait jamais un anniversaire. C'était des fleurs, des cadeaux. Alors pourquoi? Je ne comprenais plus. Pourquoi il me persécutait comme ça? Oui. Nous en arrivons au dimanche 24 juin, jour du drame. Oui. Vous êtes seul dans votre maison, lui et vous. La veille, vous avez conduit votre petite fille chez sa marraine à Saint-Germain-sur-Morin. Votre quartier est désert. Il y avait une fête. Un défilé de chars fleuris, je crois. Les gens étaient tous partis à la fête. Oui. Et alors, que s'est-il passé cet après-midi-là? Rien d'extraordinaire pour commencer. Une discussion de plus. À propos de quoi? Il faisait très chaud. Je m'étais allongée sur mon lit pour une sieste après le déjeuner. Je me suis endormie, puis je me suis réveillée aux environs de 3 heures. La maison était calme. Je n'entendais rien. J'ai pensé que Frédéric dormait aussi, ou bien qu'il était sorti. Et puis j'ai entendu à côté comme des bruits de papier remué. Vous vous êtes levé? Oui. Vous êtes entré dans le petit bureau-salon. Oui. Votre mari était là. Il avait ouvert le secrétaire et en avait sorti des liasses de papier en désordre. Oui. Vous lui avez demandé ce qu'il faisait, il vous a répondu du nettoyage par le vide. C'est exact, Monsieur le Président. D'abord, j'ai été contente parce que j'ai reconnu des coupures de journaux sur l'affaire Florence Vanier. Je lui ai dit, c'est bien ce que tu fais là. Quand tu seras débarrassé du souvenir de cette sale histoire, tout ira mieux, j'en suis sûre. Frédéric Berrier a ricané, dites-vous, sans que vous puissiez comprendre, car il parlait entre ses dents. Et c'est là qu'il a jeté par terre un gros paquet de lettres et de photos. Mes lettres, mes photos, toute notre correspondance du temps où nous étions fiancés. C'était, avez-vous dit, comme s'il vous avait frappé. Il continuait à ricaner. Il vous a lancé des lettres d'amour. Allez au feu. Quand je pense que j'ai été assez bête pour garder tout ça, ce qu'on peut être cloche d'attacher de l'importance à toute cette salade sentimentale. Oui, c'est ça. Sa prétention de tout détruire, jointe à sa façon méprisante et vulgaire de s'exprimer, vous a mis en colère. C'est du moins ce que je lis au rapport. Et je me dois de faire remarquer en passant, madame, que nous ne possédons de cette dernière scène qu'une seule version, la vôtre.
Enfin, Digné, vous vous opposez à la destruction de ces papiers. Vous dites que ce serait tout renier sans raison, à moins que tu n'aies besoin de la place pour d'autres lettres. C'est exact. Frédéric m'a répondu qu'il avait une nouvelle liaison. Vous vous jetez sur les lettres, il veut vous les arracher, vous luttez. Le revolver était là dans le secrétaire. Votre mari vous dit, depuis le temps que tu cherches un prétexte pour t'en servir, tu l'as, n'est-ce pas? Oui. Oui, j'ai touché le revolver, je voulais le mettre ailleurs. J'avais peur qu'il s'en serve contre moi. D'abord, à l'enquête, vous aviez dit que votre mari vous l'avait mis dans la main. Je ne sais plus. Je ne savais plus. Je cherchais à me rappeler. Mais je suis certaine de l'avoir touché. La partie civile, une question? Une remarque plutôt, Monsieur le Président. Je suis navré que la grande mémoire de l'accusé trébuche sur un point aussi important. Rappelez-vous, Irène Berrier, vous avez pris le revolver dans votre main. Non. Enfin, je ne sais plus. Il y a 16 mois de ça. Il y a 16 mois, c'est vrai. Mais vous avez eu tout le temps depuis pour vous remémorer la scène, madame. Nous ne vous prenons pas au dépourvu. Vous croyez habile de laisser planer un doute pour expliquer cependant la présence de vos empreintes à côté de celle de votre mari. Irène Berrier, vous avez saisi le revolver et vous avez tiré. Non! Je l'ai reposé sur le secrétaire. Donc, vous l'aviez bien pris et pas seulement touché. Je l'ai posé, j'ai eu peur. Une vraie panique. J'ai quitté la pièce, j'ai descendu l'escalier en courant. Et je me suis jetée dans un fauteuil du hall. Et puis vous essayez de vous calmer. 2 ou 3 minutes passent. Et vous entendez 2 coups de feu rapprochés. Oui. Vous remontez aussitôt au premier. Et vous trouvez votre mari étendu sur le sol, le revolver à portée de sa main. Oui. Vous constatez qu'il s'est atteint à la poitrine dans la région du cœur et qu'il est mort. Telle est votre déposition. Mais pourquoi, à l'enquête, avez-vous d'abord dit que vous vous êtes enfui immédiatement? Je ne savais plus. Dans un moment pareil, on ne sait plus. Oui, les enquêteurs vous ont appris qu'on avait relevé vos empreintes au rez-de-chaussée, dans la cuisine. L'empreinte de vos doigts très légèrement tachée de sang sur un verre resté sur la paillasse à côté de l'évier. Puis au premier, sur le rabat du secrétaire, sur la crosse du revolver. Et enfin, dans la salle de bain voisine de votre chambre, sur le rebord du lavabo. L'importance des traces de sang décroissant, j'insiste bien, d'un objet à l'autre et selon l'ordre que je viens de donner. Nous entendrons le rapport de l'expert qui a examiné vos empreintes et a établi pour chacune d'elles un nombre de points d'identification supérieur au chiffre de 17 exigé en France. C'est seulement après avoir eu connaissance de ces découvertes que vous avez reconnu ne pas être parti tout de suite. Je l'ai dit, je suis allée dans la salle de bain me laver les mains. Pourquoi vous lavez les mains? Et pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite à votre premier interrogatoire? Je ne pensais pas que ça avait tellement d'importance. Et puis je le répète, je ne savais plus ce que j'avais fait. Et le verre? Dans la cuisine? J'avais très soif, j'ai bu de l'eau. Maître, vous avez la parole. Je pense que maintenant, à tête reposée, l'accusée se rappelle ce qu'elle a fait. Pourquoi, quand son mari se suicide, elle a du sang sur la main? Et pourquoi l'on retrouve la trace de ses doigts ensanglantés sur le revolver? En tant qu'avocat de la partie civile, je représente Irène Berrier, le frère de votre mari, votre beau-frère. Cet homme veut la vérité. Maître Giquel? Irène Berrier a été prise de panique devant le corps inerte de son mari. Vous n'ignorez pas, messieurs, que dans cet état, on peut faire certains gestes dont on ne se souvient pas. Comme c'est facile de ne pas se souvenir. Selon le rapport, madame, vous auriez touché la chemise de votre mari. Oui, c'est exact. Je me suis penchée, j'ai voulu secouer doucement Frédéric. Et il y avait juste un petit peu de sang sur la chemise. Assez pour que je me tache la main, probablement. Du moins, je le suppose, je ne me suis pas rendu compte. Mais l'empreinte sur le revolver... Ben, je m'en souviens, je l'ai vue par terre, près de la main de Frédéric. Vous l'avez vu ou vous l'avez mis? Je l'ai vue. De ça, je me souviens bien. J'ai failli le prendre, un geste réfléchi, et puis j'ai pensé qu'il ne fallait pas le changer de place. Vous l'avez prétendu. Mais alors, vous y aviez déjà porté la main. C'est bien cela?
Oui, Monsieur le Président. Les traces sur le rabat du secrétaire. Comment expliquez-vous leur présence? Je ne sais pas, j'ai dû m'appuyer. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous êtes d'abord descendu, affolé. Vous aviez très soif, vous avez bu de l'eau dans la cuisine. Vous êtes remonté dans le bureau. Là, vous avez vu sur le rabat du secrétaire le revolver que vous avez posé après avoir tiré les 2 coups. Non. Vous l'avez pris et placé sur le tapis près de la main de votre mari. Ensuite, vous êtes allé vous laver les mains au lavabo de la salle de bain. Voilà l'enchaînement des faits. Non, je suis partie. J'aurais pourtant voulu faire quelque chose, rester là, mais je pouvais pas. Mes jambes s'en allaient toutes seules. C'est possible, vous êtes parti, oui. Mais après avoir fait ce que je viens de dire. Enfin, c'est ce que vous présumez, maître. Monsieur l'avocat général me l'a fait remarquer tout à l'heure. On ne juge pas sur des hypothèses. Enfin, madame, vous êtes sortie de la maison. Votre voiture était dans la rue devant le portail. Rien n'avait bougé dans le quartier. Un voisin un peu éloigné, qui se reposait dans le fond de son jardin, a déclaré à l'enquête avoir entendu 2 coups sourds et rapprochés, et son chien aboyait. Il a cru un éclatement de pneus ou de pétard, puisque c'était fait. Il ne s'est pas dérangé. Non, je suis partie sans voir personne. Bon, vous bondissez au volant, sans fermer aucune porte, vous fuyez. Monsieur l'avocat général? Et vous trouvez, Irène Berrier, que c'est un réflexe normal pour une femme dont le mari vient de se suicider? Vous n'avez pas eu l'idée d'appeler un médecin, ne serait-ce que pour vous assurer qu'il était réellement mort, qu'il n'y avait plus rien à tenter? Vous étiez certaine de la mort? Monsieur l'avocat général, l'accusée n'a pas hésité à parler de cette fuite immédiate qui joue contre elle. Je vous demande d'en tenir compte. Cela ne résout pas la question. Quelle heure était-il quand vous avez quitté votre maison, madame? Environ 15h30, Monsieur le Président. Enfin, je crois, je ne me rendais plus compte de l'heure. Et vous n'êtes arrivé à Saint-Germain-sur-Morin chez votre amie, la marraine de votre fille, que vers 19h. Il ne faut pas 3h30 pour faire 30 km en voiture. Entre-temps, qu'avez-vous fait? Je me suis arrêtée plusieurs fois. J'ai marché dans la campagne pour calmer mes nerfs, pour réfléchir. Oui, pour réfléchir à la meilleure façon de masquer votre crime. Et bâtir l'histoire que vous n'avez cessé de répéter depuis. Non, je me demandais si j'avais le droit de compliquer la vie de mon amie en allant chez elle. Vous êtes arrivé enfin chez madame Martine Perronnet, qui a été extrêmement surprise et bouleversée de vous voir dans un état épouvantable. Ce sont ses propres mots. Dans la nuit seulement, vous lui avez dit « Frédéric s'est tué. Il s'est tiré un coup de revolver. » Puis vous avez ajouté « C'est moi qui l'ai tué. » C'est vrai, Monsieur le Président. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai dit. Certes. Dans une crise de larmes, vous avez ajouté « Je n'ai pas eu assez de patience. Il s'est tué parce que je n'ai pas pu le supporter tel qu'il était devenu. Il s'est tué à cause de moi. » Oui. Au matin du lundi seulement, votre voisine, Madame Quentin, a découvert le corps. En fait, il avait déjà été découvert une première fois par votre cousin Claude Granger, qui est passé à la villa le dimanche vers 18h. On me l'a dit, oui. Votre cousin est rentré chez lui comme si rien ne s'était passé. Ce qui paraît assez étrange. Vous l'aviez prévenu? Prévenu? Oh non. Non, il est venu par hasard. Le lundi matin, donc, Madame Quentin a alerté la police, à qui elle a donné l'adresse de Saint-Germain. Les enquêteurs vous ont alors retrouvé chez votre ami et vous ont appris l'événement. Cette nouvelle ne parut pas vous surprendre, et pour cause. Votre fuite, votre comportement vous ont rendu suspecte. Vous mentiez sur vos heures de départ et d'arrivée. J'étais épuisée, je ne savais plus ce que je disais. De l'examen du médecin légiste et des constatations de l'expert en balistique, il ressortit que Frédéric Berrier avait pu difficilement se faire lui-même les blessures qu'il le présentait. Nous entendrons leur rapport tout à l'heure. Vous êtes inculpé. À l'instruction, vous fléchissez. Vous faites le même aveu qu'à votre ami. C'est moi qui l'ai tué. Précisant même, c'est moi qui ai tiré, n'est-ce pas? Oui, Monsieur le Président, c'est possible. Et ce n'est pas la même chose. C'est moi qui ai tiré,
ne vous permettez plus l'équivoque sur laquelle vous avez continué à jouer cependant, car vous vous êtes rétracté. J'ai dit n'importe quoi. J'étais tellement fatiguée. Je voulais qu'on me laisse tranquille, que ce soit fini. Vous avez répété, je voulais dire, Frédéric s'est tué à cause de moi. C'est bien exact. C'est très important, madame. Oui, je ne m'en souviens plus. Une remarque, si vous me le permettez, monsieur le président. Notez-le, messieurs de la cour, messieurs les jurés, l'accusé ne se souvient jamais de ce qui est capital. Et nous continuons à n'entendre que sa version des événements. Par bonheur pour les honnêtes gens, Irène Berrier, la vérité éclate toujours, tôt ou tard. Accusé. Monsieur le Président? Très fermement. Je vous invite, madame, à ne pas vous obstiner dans votre système de défense. Il est grand temps, si vous avez menti, d'avoir un mouvement de franchise. Cette franchise que l'on nous a présentée comme une qualité majeure de votre enfance. La Cour a besoin d'entendre cet aveu de votre bouche. Avez-vous tiré les 2 coups de revolver qui ont tué votre mari? Non. Non, ce n'est pas moi. Je ne veux pas. Monsieur l'avocat général. Je pose la même question, monsieur le président. La partie civile? Moi aussi, je la pose. La défense, maître Giquel? Irène Berrier a répondu. Pour ma part, je n'ai rien à ajouter, monsieur le président. Alors, nous allons procéder à l'audition des témoins. Mais d'abord, le médecin expert, le docteur Lamotte, est-il arrivé? Docteur! Docteur Clément Lamotte, 45 ans, expert psychiatre. Vous n'êtes pas parent de l'accusé, vous jurez de rendre compte de vos constatations et recherches en votre honneur et conscience? Je le jure. La Cour vous écoute, docteur. Alors qu'elle était détenue, j'ai examiné à plusieurs reprises l'accusée, sur les plans psychiatriques et médico-psychologiques. J'ai eu d'abord devant moi une femme accablée, se reprochant surtout de n'avoir pas su comprendre son mari. Madame Berrier m'est apparue comme très sentimentale, avec, en matière de sentiments, des idées toutes faites, admises sans discussion, et prouvant qu'elle avait assez peu le sens des réalités dans le domaine de la sexualité. Et vous pensez, docteur, que son développement affectif a pu être perturbé dans son enfance? Lors du décès de son père, puis du remariage de sa mère, c'est certain, monsieur le président. L'agressivité qu'elle a manifestée alors à son beau-père entre 12 et 13 ans s'est étendue aux autres hommes et au monde en général. Ce beau-père, qui la punissait à tort et à travers, est demeuré pour elle le symbole de l'injustice et de la dureté. Mise en pension, elle a cessé de se rebeller et a opéré un repliement sur elle-même. Son hostilité devient alors passive et s'accompagne temporairement d'une incapacité à reconnaître ses fautes. Elle s'absorbe avec passion dans ses études, puis tout est rentré dans l'ordre quand elle s'est sentie aimée par Frédéric Berrier et qu'elle l'a aimé. Le conflit a été résolu à ce moment-là, tout naturellement. La partie civile, une question? Oui, monsieur le président. Docteur Lamotte, pourriez-vous nous dire si l'accusé vous a donné l'impression de s'emporter facilement? Non, pas facilement. Ses colères sont accidentelles, très rares, et de son propre aveu, terribles, comme il arrive chez les sujets habituellement doux. Non, rien de pathologique dans son cas. Maître Giquel? J'aimerais savoir si Irène Berrier a donné au médecin expert une impression de franchise. De franchise. Oui, c'est certainement dans la vie courante une personne très franche. Très obstinée aussi. Oui, je sais qu'on la considère comme une meurtrière qui n'a pas avoué. Pour ma part, je m'abstiens de trancher. Je ne suis pas là pour juger, mais pour tenter d'expliquer. Il n'y a chez elle aucune anxiété pathologique. Je n'ai pas relevé de structure paranoïaque. Elle n'a jamais présenté de crise d'épilepsie. Pas d'anomalie, pas de traumatisme crânien à noter, pas de facteurs toxiques. Voilà, messieurs, mes constatations. Je vous remercie, docteur. Messieurs, pas de questions? La défense?
J'aimerais poser au docteur Lamotte une question qui paraîtra peut-être hors de propos pour l'instant, mais dont on comprendra plus tard le sens. Il arrive parfois, n'est-ce pas, qu'un individu recherchant la mort pousse en toute conscience quelqu'un à le tuer. Oui. Oui, c'est en somme un mode de suicide indirect. Peu fréquent, mais cela existe. J'en ai vu personnellement 2 cas indubitables. Merci, docteur. Je prie messieurs de la cour, messieurs les jurés, de ne pas oublier, disons, cette parenthèse. Accusé, levez-vous. Vous n'avez rien à ajouter au rapport du psychiatre? Non, Monsieur le Président. La Cour vous remercie, docteur. Monsieur le Président, messieurs. Voulez-vous appeler le témoin, Monsieur Jacques Le Breton? Venez à la barre, monsieur, venez. Vous vous appelez Jacques Le Breton? Oui, Monsieur le Président. Votre âge? 35 ans. Domicile? 38 Constantin Adeline, Paris 16e. Profession? Directeur commercial des laboratoires Maubert. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Vous étiez, monsieur, un ami de monsieur Frédéric Berrier. De la victime, oui, Monsieur le Président. De la victime? Pour moi, le crime ne fait aucun doute. Voulez-vous dire à la Cour ce que vous savez? Rien sur ce qui s'est passé le dernier jour, évidemment. Je n'ai été surpris qu'admis par l'événement. Frédéric m'avait confié à plusieurs reprises sa crainte que sa femme veuille le tuer pour se venger. Vous connaissiez Frédéric Berrier depuis longtemps? Depuis 2 ans seulement, depuis qu'il travaillait pour notre laboratoire. Je vois en rapport que vous avez dîné chez les Berrier à Villerennes au début de mai 1962, soit 2 mois après le retour de votre ami chez lui. Quelle attitude a-t-il eu ce soir-là envers l'accusé? Très correct, Monsieur le Président. Et pourtant, il soupçonnait déjà sa femme de vouloir le tuer. Elle avait acheté un revolver sous prétexte de se défendre contre les cambrioleurs. Frédéric m'en avait fait part. S'il craignait que l'accusé s'en serve contre lui, Monsieur Berrier pouvait faire disparaître cette arme. Je lui en avais donné l'idée. Mais il ne voulait pas passer pour quelqu'un qui a peur. Il ne vous a pas dit qu'il avait pris lui-même l'initiative d'acheter ce revolver? Non, je m'en souviens très bien. Frédéric m'a dit que c'était elle. Est-il exact qu'il vous a déclaré ne plus pouvoir supporter sa femme? Et là, je rapporte les termes mêmes de votre déposition, cette statue de la femme qui a pardonné. Oui, il me l'a dit, mais pas au cours du dîner de Villerennes, c'était un peu auparavant. Nous déjeunions entre hommes, dans un restaurant à Paris. Et c'était exactement l'impression que donnait Madame Berrier. Elle avait un air de condescendance, un sourire méprisant et supérieur que pour ma part je n'aurais pas pu admettre. Et d'autant plus qu'à ce moment-là déjà, il était à peu près certain que Madame Berrier l'avait remplacée en quelque sorte pendant son séjour en clinique. Et devant vous, au dîner de Villerennes, Monsieur Berrier a accusé formellement sa femme? D'être la maîtresse de son cousin Claude Granger, c'est exact, Monsieur le Président. Devant un tiers, il n'a pas hésité Non. à... Et je n'ai pas été surpris puisqu'il m'en avait déjà touché un mot. Là-dessus, Madame Berrier est montée sur ses grands chevaux, elle s'est levée de table en plein repas et puis elle a disparu au premier étage pendant un quart d'heure, sans que l'on sache ce qu'elle faisait. Au premier étage, dans le bureau où se trouvaient le secrétaire et le revolver. Il m'a semblé, d'après le bruit de ses pas, je ne puis rien affirmer. Monsieur l'avocat général? Je voudrais que le témoin nous dise s'il avait l'impression que M. Berrier persécutait sa femme. Persécuté? Non. C'est un bien grand mot. Non, pas précisément. Pas en ma présence, en tout cas. Je comprends pourquoi cette question m'est posée. Mais Frédéric était un homme parfaitement normal. Nous tous qui le connaissions dans son travail, nous l'estimions très équilibré. Ce n'est pas parce qu'il avait fait quelques séances de psychothérapie qu'il faut le considérer comme un détraqué. On peut consulter un médecin de l'âme, par curiosité. Plus encore que par nécessité, c'était son cas, je pense. Ah ah. Monsieur Berrier avait consulté... qui, un psychanalyste?
Oui, enfin, pas exactement. Un psychothérapeute qui applique une méthode différente. Et à quel moment l'a-t-il fait? Durant les 2 mois qui ont précédé sa mort, il a dû faire 4 ou 5 séances. La défense? Le témoin sait-il s'il était le seul à avoir reçu confidence de Frédéric Berrier à ce sujet? Je l'ignore. Vous mais- ne devez pas vous adresser directement aux avocats, monsieur. Tournez-vous vers la cour. Je vous demande pardon. Il est possible que mon ennemi n'en ait pas parlé à d'autres personnes. On est en général très discret sur ces choses-là. Il m'avait donné incidemment l'adresse du médecin pour le cas où je voudrais le consulter moi-même. Et le témoin connaît-il ce médecin? Il serait possible d'avoir son adresse? Oui, probablement. Je dois encore l'avoir chez moi. Très bien, je vous remercie. Madame Irène Berrier, connaissiez-vous ce fait? Non, Monsieur le Président, je suis très surprise. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Plus de questions, messieurs? Non? Vous pouvez demeurer dans la salle, monsieur. La cour vous remercie. Monsieur le Président. Appelez le témoin suivant. Madame Maria Quentin. Approchez, madame, approchez. Vous vous appelez Maria Quentin, née Petitson. Votre âge? Oui, Monsieur le Président. J'ai 61 ans et j'habite 18 avenue Gallieni à Villerennes. Profession? Profession? J'en ai pas. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte de dire toute la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Oh oui, je le jure. Dans la propriété de monsieur Berrier, il y a un ancien petit pavillon de gardien qui vous est loué depuis longtemps. Oh, déjà, du temps des parents de Monsieur Frédéric, alors c'est vous dire que je l'ai connu tout petit, vu mon âge à moi. C'est vous, madame, qui avez découvert le corps. Dites-nous ce que vous savez. Oui, c'est moi, Monsieur le Président. Oh, ça m'a fait un tel coup. Jamais je pourrais oublier ces photographiés-là. Vous avez déclaré que ce dimanche-là, vous n'étiez pas chez vous. Non, j'avais emmené mon petit-fils à la fête parce que j'ai un petit-fils qui a 6 ans. Et puis je suis restée dîner chez ma fille et je suis rentrée à la maison sur le coup de 10h30 à peu près. Toute seule. Parce que mon mari était chez son frère à Soissons. Et vous avez cru qu'il n'y avait personne chez monsieur et madame Berrier. Comme je n'ai pas vu de lumière chez eux, oui, j'ai pensé qu'ils étaient sortis. Ça fait que c'est le lundi matin seulement que ça m'a paru bizarre de ne voir toujours personne. Surtout que Madame Berrier était une gentille petite femme, toujours bien aimable, un bonjour par-ci, un mot par-là. Ah, on était bonnes voisines, ça on peut le dire. Alors j'ai frappé à la porte de la villa. Mais peut-être que c'est des détails qui vous intéressent pas. Mais si, madame, mais si, parlez. Dites à la cour ce que vous avez fait. Et je me suis aperçu que la porte n'était pas fermée, seulement poussée. Alors, ça m'a paru encore plus bizarre. Alors, je suis entrée dans le vestibule et j'ai appelé. Pas de réponse, personne. Oh, j'ai eu comme un pressentiment. J'ai monté l'escalier du premier, j'appelais. Rien. Je suis arrivée en haut et puis... Vous avez découvert monsieur Berrier inanimé. Dans le petit bureau, oui. Il était par terre. Mort. Oh, tout de suite, je me suis dit, il s'est tué. Il y avait un revolver sur le tapis. Et la première pensée qui vous est venue, vraiment, c'est qu'il s'était suicidé. Il ne pouvait pas me venir une autre idée, Monsieur le Président. C'est que ça me rappelait quelque chose. Une fois déjà. Oh là là, mon Dieu. Calmez-vous, madame, calmez-vous, voyons. Veuillez vous expliquer. Et une fois déjà, j'avais trouvé M. Frédéric étendu comme ça dans le même bureau, tout pâle. Mais cette fois-là, il n'était pas mort, il vivait encore un peu. Mais c'est très intéressant, ça. Que s'était-il passé? Oh, il y a longtemps de ça. Il paraît qu'il avait voulu se suicider. Pensez à 19 ans, si c'est pas un malheur. Parce qu'il n'avait pas été reçu à je ne sais plus quel examen, on a dit. Il s'était coupé les veines, mais pas assez, a dit le docteur que j'avais appelé tout de suite, parce que, comme par un fait exprès, la maman n'était pas là. Enfin, on l'a transporté et on a pu le sauver. C'était reculé pour mieux sauter. Je suis très étonné, madame. Car vous n'avez pas parlé de ce suicide manqué à l'enquête, ni à l'instruction.
À l'instruction. Oui, quand le juge vous a interrogé, vous n'avez rien dit de cela? Non. Non, parce que Madame Berrier, la maman de Monsieur Frédéric, la pauvre dame, elle m'avait fait jurer à ce moment-là de ne rien dire à personne, jamais. Sous aucun prétexte et quoi qu'il arrive, elle avait dit. Et j'avais juré, Monsieur le Président, vous comprenez? Seulement, ça me travaillait vu le procès. Oh, ça fait 8 jours que j'en dors plus. J'ai raconté à mon mari et il m'a dit que la dame était morte et qu'il fallait dire toute la vérité. Mais certainement, c'est très important, madame. Cette tentative donne plus de poids à la version présentée par l'accusé. Donc, le lundi matin, vous avez découvert le corps de Frédéric Berrier. Et puis, qu'avez-vous fait? Vous avez prévenu la police? Je me suis précipitée sur le téléphone, pensez. Ces messieurs sont arrivés très vite, ça faut le reconnaître. Et je leur ai expliqué. Je voulais prévenir Madame Irène, mais je savais pas où. Enfin, l'idée vous est venue que l'accusé avait pu se rendre chez la marraine de sa fille. Oui, je me suis dit qu'elle avait dû y partir tout de suite après le déjeuner du dimanche, ça lui arrivait. Et j'ai donné l'adresse à messieurs les policiers. J'ai cru bien faire, pas? Et puis, tout ce qui s'en est suivi, mon Dieu, vous le savez mieux que moi. Vous ne voyez rien à ajouter? À ajouter? Oui. Non, monsieur. Monsieur le Président. Madame, aviez-vous dit à l'accusé que vous vous absenteriez le dimanche après-midi? Eh ben, voyons. Oui, je lui avais causé du petit et que je l'emmènerais à la fête, oui. Vous souvenez-vous à quel moment? À quel moment? Voyons, ça devait être le samedi soir quand je lui ai rapporté son pain. Ah non, je me rappelle, c'était samedi matin, quand elle ouvrait ses volets. On l'a causé, et puis... Donc, avant que Madame Berrier conduise sa fille à Saint-Germain? Avant, oui, puisqu'elle n'est partie qu'après le déjeuner. Merci, madame. La défense, une question à poser au témoin? Je voudrais savoir, Monsieur le Président, si le témoin, en découvrant le corps de Frédéric Berrier, a pensé que Madame Berrier avait pu tuer son mari. Oh non, jamais. Ça alors, non. Personne si douce, si bonne. Non. Monsieur le Président, ma cliente est extrêmement fatiguée. Je propose que l'audience soit suspendue. Messieurs, Madame Maria Quentin, vous ne voyez rien à ajouter? Oh, si, que le contraire m'aurait pas étonné, que Madame Irène ait été tuée par Monsieur Frédéric parce qu'un homme qui vivait comme il vivait et qui avait déjà eu des histoires et puis tout, mais il faut s'attendre à n'importe quoi. Mais Madame Irène, non. Oh non, je me ferai jamais à cette idée. Non, c'est pas possible, j'y crois pas. Oh, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Bon, plus de questions, messieurs? Madame, la Cour vous remercie. Vous pouvez demeurer dans la salle. Oui, Monsieur le Président. Garde, faites retirer l'accusé. L'audience est suspendue.